El pueblo unido jamás será vencido. 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 Du coup, comme vous savez, vu que c'est le titre de cet événement, vous savez que Trump il a gagné les élections il y a quelques mois. Et non seulement il a gagné les élections, mais il a aussi gagné les élections avec 14 millions de voix en plus qu'en 2016. Et je pense que ça a été vraiment un choc dans la conscience de beaucoup de gens de se dire, mais en fait, comment cet archi-réactionnaire, ce milliardaire, il a pu être réélu avec beaucoup plus de soutien dans les masses, beaucoup plus de soutien dans la communauté afro-américaine, beaucoup plus de soutien parmi les femmes aussi. Il y a je crois, 42% des femmes américaines qui ont voté pour Trump. Et ouais, on voit en fait qu'il fait entrer dans son gouvernement des milliardaires comme Elon Musk, qui va faire un salut nazi en Europe. Il promet des déportations de masse pour les migrants. Il propose l'expulsion de tous les Palestiniens de Gaza. Et voilà, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont un peu en panique par rapport à ça, qui se disent, mais en fait, est-ce que là, on n'est pas dans une période fasciste? Est-ce qu'on n'assiste pas à la montée du fascisme? Est-ce que c'est un tournant général de la société vers la droite? Et je pense que nous, en tant que communistes, on doit vraiment comprendre ce que Trump représente, pourquoi est-ce qu'il a autant de succès, et en fait, comment on peut lutter contre ces idées réactionnaires et en général contre tout le système qu'il y a derrière. Et je pense que je dois m'attarder pour vraiment un peu donner les bases de qu'est-ce que Trump représente et comment est-ce qu'on peut lutter contre. Je dois d'abord vraiment revenir sur le contexte dans lequel prend place un peu son élection et les changements récents en fait. Le premier élément qu'on doit analyser, c'est le déclin général, le déclin relatif de l'impérialisme américain qui en fait se poursuit depuis plus ou moins la chute de l'Union soviétique depuis les années 90. Où en fait, avec l'effondrement de l'Union soviétique, les États-Unis, c'est devenu la première puissance, la seule puissance, le seul maître à bord. Et ils ont commencé en fait, ils sont devenus le gendarme mondial, le policier qui gérait toutes les affaires du monde. Ils ont en fait étendu leur zone d'influence dans chaque recoin de la planète. Et justement, en fait, au bout d'un certain moment, comme tout empire en expansion, on arrive à un moment où en fait, ils ont trop étiré leurs capacités. Ils sont allés justement s'embourber dans toutes sortes de conflits, dans chaque zone d'influence mondiale. Et l'impérialisme américain est arrivé un peu à bout de souffle. Il s'est embourbé dans les guerres en Afghanistan, au Moyen-Orient. Et la crise de 2008, ça a acté justement un processus qui était déjà en cours, c'est-à-dire le déclin de l'impérialisme américain, la montée des rivaux comme la Chine, qui s'est révélée après la crise de 2008 comme vraiment la deuxième puissance mondiale, le concurrent direct des États-Unis. Et après ça, en fait, un florilège de petits impérialismes régionaux comme la Russie, l'Iran, ont commencé à challenger en fait la domination hégémonique des États-Unis, où notamment justement la guerre civile syrienne en 2015, les États-Unis ont été contraints de battre en retraite, ont battu après l'intervention de la Russie pour sauver le régime de Bachar el-Assad. Et en fait, après l'Afghanistan, après la Syrie, est revenue une nouvelle guerre, la guerre en Ukraine, où les États-Unis sont également en train de subir une immense défaite. Et en fait, ces défaites de l'impérialisme américain, elles ont des conséquences domestiques, où elles créent en fait une démoralisation importante dans justement la puissance des États-Unis, mais aussi en fait elles accentuent le capitalisme, la crise du capitalisme américain qui depuis des décennies n'est pas capable d'offrir des améliorations des conditions de vie à la classe ouvrière. Depuis des décennies, les salaires réels stagnent et maintenant on voit l'inflation qui repart à la hausse depuis quelques années. Et en fait, cette situation, sur le long terme, a mené en fait, de plus en plus d'Américains à ressentir en fait, un énorme décalage entre leurs conditions de vie misérables et la grandeur supposée de leur pays ultra dominant qui est censé être le plus puissant au monde. Ça, c'est le premier processus que je voulais mettre en œuvre, je voulais mettre en lumière. Le deuxième, c'est le déclin général en fait, de l'ordre libéral, l'ordre économique et politique qu'on a connu
depuis justement la chute de l'Union soviétique, où ouais, en fait, justement, notamment après la crise de 2008, pour sauver le capitalisme et pour sauver les banques qui étaient en train de couler, tous les États occidentaux ont été obligés d'investir des milliards et des milliards, de s'endetter énormément. Et depuis en fait des décennies, les différents partis traditionnels de l'establishment, les libéraux et les conservateurs, se succèdent en fait pour mener exactement la même politique, qui est une politique d'austérité, qui est une politique de remboursement de la dette, qui est une politique où en fait on reporte tout le fardeau de cet endettement qui a servi à sauver les banques en 2008 et ensuite avec la pandémie, on le reporte sur la classe ouvrière en coupant dans les services publics. Et en fait, partout dans le monde, les classes dirigeantes, elles attaquent simultanément la classe ouvrière, d'abord directement par les partis sérieux de la bourgeoisie, voilà, la droite, etc. Et quand ils sont trop décrédibilisés pour continuer à mener cette politique, c'est les sociodémocrates qui reprennent la même politique, qui attaquent la classe ouvrière avec le visage humanitaire de la social-démocratie. Et en fait, cette situation, elle a mené à un effondrement du centre politique, la décrédibilisation des partis traditionnels, où dans beaucoup de pays, on voyait jusqu'ici une alternance entre en gros le PS et puis la droite libérale. Et aujourd'hui, on voit que dans beaucoup de pays, ces deux partis-là sont totalement décrédibilisés. Et en fait, cette perte de légitimité des institutions aux yeux de la classe ouvrière, ça a mené dans beaucoup de pays à des crises de régime assez importantes. Et en fait, ce n'est pas que les institutions politiques qui sont frappées par ce discrédit auprès des masses. On voit que les médias sont de moins en moins crédibles. Il n'y a qu'à voir un peu le traitement de BFM TV pendant le mouvement des Gilets jaunes ou ce genre de choses. Les gouvernements, bien évidemment, mais aussi en fait tout ce qui est assimilé à justement cet ordre, ces institutions, cette société libérale, démocratique, etc. C'est de plus en plus rejeté par beaucoup de gens. Des millions de personnes ont tiré la conclusion en fait assez correcte que les démocrates, l'establishment, ils représentent absolument pas leurs intérêts. Et à juste titre, en fait, Hillary Clinton, par exemple, en 2016, elle était vraiment perçue comme la créature de Wall Street. Elle était détestée par la classe ouvrière américaine. Et des années de régime d'Obama et 4 années de Genocide Joe ont achevé ce processus de, justement, décrédibilisation des démocrates et de l'ordre libéral. Et à cette perte un peu de soutien général populaire, c'est ajouter en fait l'impasse économique dans laquelle la bourgeoisie se trouve, où elle est à la tête d'un système qui est en crise profonde, qui arrive au bout de la mondialisation qui avait permis pendant un certain temps son succès. Et en fait, elle n'a plus vraiment de moyens faciles, accessibles, ou genre comme par le passé, de maintenir et de diriger son système. Et en fait, dans un certain sens, tant que tout allait bien, tant que justement les capitalistes ils avançaient unis derrière la bannière de l'ordre libéral, du libre-échange, de la mondialisation, des valeurs occidentales, ils étaient justement en rang serré derrière l'impérialisme américain, tous unis. Et aujourd'hui, cette unité, elle a disparu. On voit qu'il y a des fissures énormes, des fractures profondes dans l'unité de la classe dirigeante au sein de chaque pays et à l'échelle internationale. Et en fait, ça résulte en des attaques violentes entre différentes ailes de la classe capitaliste, entre elles, où on voit justement ce qui est en train de se produire aux États-Unis actuellement, mais généralement, en fait, on voit ça partout dans le monde, en France, en Allemagne, où il y a presque plus de partis de gouvernement stables qui réussissent à rassembler le soutien de toute la bourgeoisie derrière eux. Ouais. Et dans ce contexte-là, justement, il y a une montée de l'extrême droite, il y a une montée des démagogues qui surfent sur cette haine légitime contre les institutions et justement qui utilisent dans leur lutte interfractionnelle dans la classe dirigeante, qui utilisent en fait la haine de la classe ouvrière pour leurs propres intérêts. Et en fait, un truc qui est assez marquant à voir aussi dans cet effondrement un peu de l'ordre libéral et du voile un peu qui couvrait jusqu'ici l'impérialisme, et voilà, c'est que dans cette lutte entre les différentes ailes de la bourgeoisie, les différentes attaques que mènent les différentes ailes, en fait, elles révèlent, elles dévoilent des aspects concrets, des aspects réels de l'exploitation des ouvriers, de la façon dont les capitalistes mènent et dirigent cette société. Où en fait, quand Biden il dit que c'est une oligarchie de milliardaires
qui contrôle maintenant l'Amérique, ben ouais, en fait, il énonce une vérité partielle, parce que c'est pas maintenant qu'une oligarchie de milliardaires a commencé à contrôler l'Amérique. Et de l'autre côté, quand Elon Musk dit que l'État, il est dirigé dans l'ombre par des hauts fonctionnaires non élus qui servent les intérêts des puissants, ben en fait, oui, Elon Musk, il dévoile aussi une partie de la vérité. Et en fait, ben justement, ce déclin rapide de l'ordre libéral traditionnel depuis des décennies, ben, à ce déclin-là s'ajoute aujourd'hui Trump qui vient porter un coup historique à l'ordre mondial comme il était jusqu'ici. Et du coup, l'élection de Trump dans ce processus, elle joue un rôle d'accélérateur de tendances qui étaient déjà existantes, où sur le plan international, justement, Trump, il acte le déclin de l'impérialisme américain, il acte son repli sur ses propres zones d'influence immédiates plutôt que d'essayer de policer tout le monde. Et donc ces zones d'influence immédiates, le Canada, le Mexique, le Groenland, le Panama et généralement l'Amérique latine, où les Américains ont besoin de raffermir leur influence. Et c'est évidemment l'expression la plus claire, je pense, de la crise du régime, Trump, où il précipite complètement le libéralisme en chute libre. Mais même en fait sur le plan intérieur, une grande partie de la politique de Trump, c'est qu'une continuation de la politique qui était déjà en œuvre sous Biden. Notamment, je pense un exemple flagrant de ça, c'est qu'il y a eu beaucoup plus d'expulsions sous le mandat de Biden que sous le premier mandat de Trump, d'expulsion de migrants, où les taxes protectionnistes que Trump a mis en place dans son premier mandat ont été continuées, même approfondies par l'administration Biden, où par exemple si on se demande la politique pro-israélienne du gouvernement Biden, la politique pro-israélienne de Trump, en fait c'est Biden qui a commencé la guerre, qui a permis à Israël en fait, de mener une campagne génocidaire pendant 15 mois. Et je pense, ça accélère des tendances qui sont déjà là. C'est une continuité à un certain stade, mais il faut aussi dire que Trump il rabat les cartes et il joue un rôle très important dans une nouvelle situation mondiale. Mais peut-être que d'autres gens pourront plus parler de ça dans la discussion. Moi maintenant, je vais essayer de passer justement à ce que représente Trump. Qu'est-ce que c'est, de quoi il est l'expression, comment est-ce qu'il a pu émerger comme justement, il a eu 12 millions de voix de plus, il a eu presque, je pense que c'est 75 millions de voix aux dernières élections. Comment un milliardaire réactionnaire a gagné le soutien de millions d'ouvriers, de millions de travailleurs, et notamment parmi les couches les plus pauvres de la situation de la société américaine. Du coup, dans ce contexte-là, Trump, il émerge du vide politique laissé par la déception en fait, et la haine de classe contre les capitalistes libéraux. Et après justement des années de détérioration des conditions de vie, et après 12 années pendant lesquelles les démocrates ont été au pouvoir depuis la crise de 2008, la société américaine, elle s'est largement polarisée, où il y a eu une polarisation, une recherche de solutions radicales. Et en fait, la stabilité que défendaient jusqu'ici les différents gouvernements, c'est devenu, pour pas mal d'Américains, en fait, un synonyme de déclin et de détérioration des conditions de vie. Si c'est cette stabilité-là, nous, en fait, on en veut plus. C'est un peu ça le mood actuellement. Et du coup, il y a de plus en plus les masses américaines demandent de plus en plus, en fait, un changement, une transformation profonde de la société. Ces aspirations, elles se sont évidemment aussi exprimées à gauche, avec la candidature de Bernie Sanders, notamment en 2016, qui avait vraiment suscité beaucoup d'espoir parmi la jeunesse américaine. Mais en fait, après la capitulation de Bernie Sanders, qui s'est rangé derrière les démocrates, qui s'est rangé dans le camp de l'establishment et qui a commencé à crier avec les libéraux, en fait, ça a laissé un boulevard, ça a laissé vraiment Trump comme seule alternative à cet ordre libéral qui est détesté aujourd'hui aux États-Unis. Et dans ce sens-là, Trump, il exprime une colère et un sentiment qui est vraiment violent contre l'establishment. Et à un certain sens, il exprime un sentiment révolutionnaire, une haine de classe saine. Mais bien évidemment, cette haine, elle s'exprime d'une manière très distordue. Parce qu'en réalité, Trump, c'est un milliardaire, c'est un requin de l'immobilier. Et comment, en fait, cette haine peut s'exprimer de cette manière ? C'est une forme de détour que prend justement la conscience de la classe ouvrière en l'absence d'une alternative qui permet d'expliquer, qui permet vraiment d'expliquer ce qui se passe et de remplir en fait le vide politique. Mais lui, il ne remplit pas ce vide politique avec un contenu de classe, avec une
un réel programme qui va permettre à la classe ouvrière de s'émanciper, mais avec un poison réactionnaire et avec des illusions de la petite bourgeoisie, ce qui l'empêche pas en fait d'être perçu par les masses comme très différent du reste de l'élite bourgeoise traditionnelle en fait. Il est très loin de la politesse, de la diplomatie, de l'étiquette du politiquement correct. Beaucoup de gens aux États-Unis se disent en fait lui c'est un des nôtres, il est comme nous, il parle comme nous, et contrairement à Sanders, contrairement à toute la gauche américaine, lui il recule pas devant les attaques de la bourgeoisie, il recule pas devant les attaques des médias, il se plie pas, il est hyper combatif. Et ça, c'est des caractéristiques et un côté qui est très attrayant pour les masses, d'avoir justement un peu cette figure qui refuse de plier devant les puissants, etc. Un exemple, je pense, de ça, où vraiment, en fait, on doit s'inspirer dans un certain sens de ce que Trump fait, c'est juste après sa tentative d'assassinat pendant la campagne des élections, alors qu'il venait de se faire percer l'oreille par un sniper, il s'est relevé en levant le poing comme ça, il a dit on lâche rien, fight, juste vraiment après de s'être fait tirer dessus. Et je pense là il nous donne vraiment une leçon de combativité. Et dans ce sens, en réalité, c'est aussi pour cette raison que Trump il représente une véritable menace pour cet ordre établi, pour les capitalistes sérieux qui veulent faire du business, etc. Parce que dans un certain sens, il est imprévisible et il ne se laisse pas imposer juste aveuglément le programme que la bourgeoisie a besoin d'appliquer. Du coup, beaucoup de capitalistes lui préfèrent en fait des représentants plus traditionnels, les représentants ordinaires comme Biden, Kamala Harris, etc. Parce qu'eux aussi, en fait, ils n'ont pas de contrôle direct sur Trump, ils n'ont pas un contrôle aussi grand sur lui. Et en plus, ce qui les terrifie, c'est qu'il utilise les masses, il utilise la classe ouvrière américaine dans les luttes interfractionnelles entre les différentes ailes de la bourgeoisie. Pour cette raison-là, justement, tout l'establishment politique aux États-Unis a essayé d'empêcher de gagner les élections Trump avec une campagne médiatique. Je pense il y avait des chiffres comme quoi sur 300 médias, il y en avait 19 qui soutenaient Trump et tout le reste soutenait Harris. Et donc campagne médiatique, mais aussi campagne judiciaire, où ils ont multiplié les procès pour essayer de l'envoyer en prison avant qu'il soit élu, même des tentatives d'assassinat. On ne sait pas exactement à quel point justement elles sont isolées des petits individus, ou s'il y a des intérêts des groupes qui sont derrière. Mais on peut dire que toutes ces institutions ont perdu la guerre qu'ils ont menée contre Trump, où justement le FBI, la CIA, ils étaient tous contre lui, ils étaient tous à essayer de l'envoyer en prison, les médias, etc. Et aujourd'hui, il leur rend l'appareil avec des purges massives dans les administrations, et en général en attaquant, en décrédibilisant encore plus toutes ces institutions-là. Et ce qu'il faut dire, c'est que toutes ces tentatives, toute cette unité de l'establishment contre la candidature de Trump et contre aussi ce qu'il représente, qui les menace, ça c'est vraiment quelque chose qui a accentué et qui a renforcé beaucoup son aura anti-système et justement son influence en fait auprès des masses américaines. Ou je pense que ça je vais passer. On pourrait aussi parler du fait que il sabote ouvertement en fait, il utilise la classe ouvrière aussi pour saboter en fait des outils cruciaux de l'impérialisme américain comme l'USAID, qui était en fait l'aide au développement américaine, qui est vraiment un peu un instrument de la CIA pour favoriser des changements de régime dans les pays hostiles aux États-Unis, ou s'assurer la loyauté de proxy un peu partout dans le monde. Mais du coup, peut-être ce qu'on peut se demander, c'est pourquoi est-ce que Trump il a un comportement un peu bizarre comme ça, pourquoi est-ce qu'il joue avec le feu, pourquoi en fait, si c'est juste un représentant de la bourgeoisie, si c'est juste un milliardaire, il a un comportement qui parfois a l'air d'aller contre les intérêts de sa propre classe. Et je pense une des raisons là-dedans à trouver, c'est justement qu'il y a deux parties en fait dans la base sociale de Trump, dans la base sociale de son ascension. D'un côté, il y a les petits bourgeois ultra-réacs et ultra-libéraux qui... avec à leur tête de cette couche-là qui soutient Trump, il y a cette poignée de capitalistes ultra-réactionnaires, Elon Musk, mais aussi en fait dans ce groupe-là, dans cette partie de sa base sociale, juste les industries nationales, les grands businessmen qui soutiennent en fait et qui bénéficient de sa politique protectionniste. Mais de l'autre côté, et ce qui lui a permis en fait de gagner les élections, c'est pas avant tout ces petits bourgeois frustrés, mais c'est des couches larges de la classe ouvrière
qui sont dégoûtés du système et qui veulent justement des améliorations de leurs conditions de vie. Et je pense, on en reviendra plus tard un peu, mais ces deux couches, elles ont des intérêts divergents, ce qui oblige en fait Trump à jongler un peu entre les deux, même si à la fin de la journée, c'est toujours en faveur de sa propre classe que Trump tranche. Et en fait, ce soutien de la classe ouvrière à Trump, je pense que ça nous amène à cette question en fait, que j'ai posée un peu au début. Est-ce que l'élection de Trump, ça représente un tournant vers la droite est-ce que ça représente un tournant vers la droite? Je pense qu'il y a deux façons de comprendre cette question. Premièrement, est-ce que Trump représente un tournant à droite par rapport à l'administration précédente? Et deuxièmement, est-ce que Trump témoigne d'une droitisation des masses américaines qui sont devenues racistes, sexistes, transphobes, etc. Et je pense que la première question, est-ce que Trump il est à droite de l'administration précédente? Ça voudrait dire que Biden, on le considère à la gauche de Trump. Et je pense que ça, ce serait une analyse qui serait assez bizarre ou assez partielle, non? En fait, Biden, il a augmenté comme jamais les effectifs et le budget de la police, notamment pour réprimer sévèrement le mouvement pro-palestinien. Il a mené le génocide à Gaza, alors que Trump a obtenu le cessez-le-feu avant même d'entrer au pouvoir. Biden, il aurait pu obtenir 10 fois un cessez-le-feu à Gaza. Il ne l'a pas fait parce que il soutenait pleinement en fait, justement la politique expansionniste de l'impérialisme américain et il avait peur de perdre son allié au Moyen-Orient. Biden aurait pu protéger le droit à l'avortement, il ne l'a jamais fait, non, il ne l'a jamais ancré dans la Constitution, il n'a jamais rien fait pour protéger les minorités. Il aurait pu améliorer les conditions de vie des masses américaines. À la place, il a envoyé des centaines de milliards pour le bain de sang en Ukraine. Et en fait, l'argent investi dans la guerre en Ukraine, pour vous donner un ordre de grandeur, c'est 175 milliards de dollars américains. C'est légèrement supérieur à la somme totale investie dans le plan Marshall après la Deuxième Guerre mondiale, qui était donc de 13,6 milliards de dollars, ce qui correspond aujourd'hui à 173 milliards de dollars corrigés par l'inflation. Donc Biden a investi plus dans l'armement et dans l'industrie de guerre pour la guerre en Ukraine que tout ce qu'ont investi les États-Unis dans le plan Marshall après la Deuxième Guerre mondiale. Et en plus de ça, le gouvernement Biden, il a brisé une série de grèves énormes. En fait, on peut dire concrètement, les libéraux aux États-Unis, ils ont beaucoup plus de sang sur les mains que Trump. Et leur politique, en plus symbolique en faveur des minorités, elle n'a absolument pas amélioré les conditions de vie des minorités. Je vais revenir là-dessus plus tard. Du coup, la deuxième question, est-ce que la société américaine est devenue réactionnaire? Est-ce que la classe ouvrière américaine, aujourd'hui, est raciste, etc. Je pense évidemment qu'il y a des réactionnaires qui ont voté pour Trump. Il y a beaucoup de forces, des petits groupes fascistes, des MAGA, etc. Mais il faut comprendre que ce n'est pas cette force sociale-là qui a permis à Trump de remporter les élections, qui a permis à Trump d'avoir un tel soutien. C'est vraiment le soutien de la classe ouvrière, des couches les plus opprimées, les couches les plus exploitées de la société américaine. Et en fait, dans l'électorat de Trump, il y a 91% des gens qui disent avoir voté pour lui, qui ont dit qu'ils l'ont fait principalement parce qu'ils attendaient des améliorations économiques de son mandat, alors qu'il n'y a que 26% qui disent que son comportement personnel, ça a été une raison de leur vote pour Trump. Et à l'inverse, en fait, beaucoup de gens se sont précisément abstenus de voter pour Kamala Harris parce que pour eux, elle représentait justement la continuation de la politique de génocide à Gaza et en fait quelque chose qui n'était pas assez radical. Je passe un peu ça. La question maintenant, je pense, c'est qu'est-ce que c'est la politique de Trump concrètement? Qu'est-ce qu'il fait en fait actuellement? Et ça aussi, c'est quelque chose qui est assez difficile à lire, je pense, pour beaucoup d'analystes. Les gens ne comprennent pas trop ce qu'il fait. Et ça, c'est lié un peu à l'instabilité aussi sur laquelle est équilibré son pouvoir. Comme j'ai dit, non, même son gouvernement, en fait, c'est une coalition très hétérogène où il y a justement la contradiction entre les intérêts d'un côté de ces petits groupes réactionnaires semi-fascistes, de l'autre côté les géants de la tech et les grands industriels américains qui soutiennent Trump. Et en même temps, les promesses qu'il a faites à la classe ouvrière, toutes ces choses-là, c'est un peu des forces centrifuges qui font que il est un peu pris entre deux feux. D'un côté, entre toute l'establishment et ses rivaux bourgeois qui l'attaquent, et de l'autre, les demandes des masses américaines,
où s'il défend trop ouvertement les intérêts de sa propre classe, de la classe bourgeoise, il va perdre son soutien de masse et se retrouver dans un face-à-face seul, nu un peu, à la merci de ses adversaires capitalistes. Et de l'autre côté, s'il ne va pas assez vite dans ses attaques contre la classe ouvrière, s'il ne passe pas assez clairement l'agenda de la bourgeoisie, son gang milliardaire va le lâcher aussi de l'autre côté. Ce truc un peu entre deux feux s'exprime justement par des politiques qui sont essentiellement des politiques des politiques qui sont des politiques démagogiques, qui utilisent justement comme la culture war justement. Trump, c'est clair, c'est un sexiste. Il utilise des idées ouvertement réactionnaires pour attirer à lui la petite bourgeoisie et les couches les plus arriérées du prolétariat. Mais ça, il faut dire que comment est-ce qu'il peut justement remporter comment il peut jouer de la démagogie comme ça, de cette manière-là? C'est dans un certain sens grâce aux politiques identitaires qui ont été mises en avant par les libéraux. Et justement, cette guerre contre le wokisme, elle a en premier lieu été qui a la responsabilité aujourd'hui de ça? C'est les libéraux qui ont eux joué le jeu de la division. Aujourd'hui, c'est la classe ouvrière et les minorités qui en payent le prix. Eux, ils se sont servis des minorités, des migrants, des femmes, comme des tokens, comme des jolis étendards dans leurs administrations, etc., sans jamais améliorer les conditions de vie, et certainement pas les conditions de vie des femmes et des migrants. Et aujourd'hui, en fait, de plus en plus de gens, ils identifient ces politiques symboliques avec tout ce pinkwashing des grandes entreprises capitalistes qui mettent à leur tête des femmes, des personnes racisées, etc. Et en fait, de plus en plus, ces politiques identitaires-là ont commencé à être perçues par la classe ouvrière comme justement des choses qui étaient identifiées directement avec la classe bourgeoise, avec les grands groupes, les grandes multinationales, etc. Et ce qui est clair, c'est que Trump il détourne la colère des masses dans des voies sûres pour le capitalisme, non ? C'est-à-dire en utilisant les minorités, les migrants et les femmes, pas comme porte-étendard, mais comme bouc émissaire cette fois-ci. Et ça peut absolument rien apporter de bien à la classe ouvrière. De l'autre côté, un autre aspect important de la politique de Trump, c'est les coupes massives, non ? Où généralement, c'est présenté vraiment comme une lutte contre le deep state, contre cette bureaucratie d'État non élue qui est encore loyale à l'aile traditionnelle de la bourgeoisie. Et dans son premier mandat, il était freiné un peu par cette bureaucratie qui lui imposait vraiment de diriger pour la classe bourgeoise directement. Et aujourd'hui, il mène une purge dans la CIA, dans le FBI, dans toutes les administrations qui jugent qu'ils ne sont pas assez loyales à son propre agenda. Mais en réalité, il utilise aussi toute cette rhétorique pour imposer en fait des mesures d'austérité drastiques sous le couvert justement d'une lutte contre l'establishment. Le programme justement de tailler dans l'État fédéral à la tronçonneuse, comme pour reprendre un peu les termes de Milley que Elon Musk aime beaucoup. Justement un peu on voit une destruction des services publics dans les premiers mois de l'administration Trump, austérité gigantesque qui va s'abattre sur la classe ouvrière. Il y a 85 000 fonctionnaires qui ont été licenciés depuis que Trump est arrivé au pouvoir. C'est à peu près 3% de tout le service public américain. Et Elon Musk, qui est le chef justement de ce département qui vise à économiser dans les dépenses de l'État, il a dit qu'il visait une réduction de 2 billions de dollars, donc 2000 milliards de dollars dans les dépenses de l'État américaines. Il veut licencier 5 à 10% des fonctionnaires, donc environ 240 000 personnes. Et en même temps que ça, son administration mène des baisses d'impôts sur les entreprises, des subventions aux industries américaines, etc. Donc, dans un certain sens, cette politique de coupe qui est nécessaire pour la bourgeoisie, cette politique d'attaque d'austérité, c'est mené de la même manière par Trump, mais en plus de ça, vu qu'il le fait sous couvert de lutte contre l'establishment, pour le moment, cette politique a l'appui des masses, ce qu'aucun gouvernement en fait, a réussi à faire jusqu'ici, de mener des politiques d'austérité avec l'appui des masses. Dernier point très important, je pense, de la politique de Trump, c'est que Trump représente un changement dans la stratégie de l'impérialisme américain. Comme j'ai dit avant, Trump, ce qu'il fait, c'est qu'il acte le déclin de l'impérialisme américain. Il dit on ne peut plus se battre pour chaque centimètre carré de la planète. On doit se replier sur nos zones d'influence. Si on essaye de contrôler tout le monde et de jouer sur tous les tableaux, on va sortir affaibli de chaque confrontation, comme on a vu en Syrie, en Afghanistan, etc.
Et du coup, il dit aussi, c'est la guerre en Ukraine, les guerres un peu partout au Moyen-Orient, etc. C'est des distractions de nos zones d'influence et de nos combats les plus importants, les environs immédiats des États-Unis et surtout sa lutte dans le Pacifique contre la Chine. Ça prend aussi la forme d'un abandon des alliés traditionnels des États-Unis qui coûte trop cher un peu aux États-Unis, dans le sens, justement, comme on a dit avant, tout le monde marchait uni derrière l'impérialisme américain, mais ça voulait dire aussi que l'impérialisme américain, c'était un peu le plus fort, qu'il protégeait un peu tout le monde, pour que ça ait un sens que tout le monde marche dans la même direction. Et aujourd'hui, cet abandon, en fait, des alliés traditionnels des États-Unis, ça se fait largement au détriment de l'Europe, où justement il n'y a qu'à voir en fait les altercations de hier entre Trump et Vance et Zelensky pour comprendre en fait que les USA aujourd'hui vont plus soutenir gentiment des guerres si l'impérialisme américain n'en retire pas directement des bénéfices. Et ça se manifeste dans sa politique par des attaques ouvertes contre les institutions européennes, contre les gouvernements européens, qui sont aujourd'hui considérés en fait par Trump comme des adversaires, non, où en fait on va arrêter de payer un peu le parapluie de l'OTAN, de protéger tout le monde, et on va mettre des tarifs douaniers sur l'Europe, 25% sur l'Europe, sur le Canada, 25% aussi, etc. Ouais, Trump, il en a un peu fini avec la diplomatie gentille de l'ère précédente. Il dit un peu ouvertement qu'il va tordre le bras de ses partenaires pour obtenir des accords, pour obtenir des conditions favorables à l'impérialisme américain. Et ça, c'est ce que ça représente, en fait, ce protectionnisme, ce America First, un peu, on relocalise un peu toutes les entreprises américaines, on impose des tarifs douaniers sur tout le monde. Il s'appuie aussi pour ce programme-là sur une démagogie nationaliste, où il se présente en fait comme le candidat de la paix, comme celui justement qui va apporter la fin des guerres, etc. Et en même temps, pourquoi est-ce qu'il peut faire ça? Parce que les démocrates ont mené des nombreuses guerres ces dernières années. Ils ont assassiné des milliers de personnes partout dans le monde. Ils ont soutenu des coups d'État en Amérique latine, etc. Et donc lui, il dit un peu, en fait, arrêtons d'envoyer de l'argent pour la guerre partout dans le monde, alors que nos propres citoyens n'ont pas assez d'argent. On va ramener les industries à la maison, on va offrir des jobs, etc. Et ça marche pour le moment, genre, en tout cas comme rhétorique. Et ce qu'il faut aussi dire, c'est que l'impérialisme américain, pendant une certaine période, justement, comme j'ai dit avant, par rapport à l'Europe, son rôle dans l'OTAN, c'était principalement de protéger en fait tous ses alliés par des dépenses militaires gigantesques, qui permettait en fait de manière indirecte de subventionner en fait l'État-providence en Europe où eux ils pouvaient acheter la stabilité sociale en ayant un budget militaire très faible, en se protégeant pas eux-mêmes, en étant protégés par les États-Unis. Et Trump il dit un peu ça c'est fini en fait. Je demande que vous attaquiez vos services sociaux en Europe aussi et que vous augmentiez vos dépenses militaires. Et qu'est-ce que ça représente, ce changement dans la stratégie de l'impérialisme américain? C'est principalement une tentative d'exporter la crise à l'extérieur des frontières américaines. Non, on exporte le chômage, on exporte les problèmes économiques, on exporte les attaques d'austérité, et en fait, ça mène à une situation qui est hyper instable. Maintenant que j'ai détaillé un peu ces trois points-là, genre la question que j'ai posée au début de mon exposé, comment est-ce qu'on lutte contre Trump? Comment on peut représenter une alternative à Trump? Et tout ce que j'ai dit, ça mène à comprendre, je pense, un truc surtout, c'est que la stratégie du moindre mal, dire qu'il faut voter pour ce qu'il y a en face de Trump, c'est quelque chose qui ne fonctionne plus et qui est une impasse. Ou pour beaucoup d'Américains, en fait, le moindre mal, en fait, c'est plutôt Trump que les démocrates. Et nous, on doit fermement, je pense, dénoncer toute l'hypocrisie de l'establishment et on doit faire tout notre effort pour ne pas apparaître dans le même camp que tous ces hypocrites bourgeois justement qui sont responsables en fait de la montée du Trumpisme mais aussi de la dégradation des conditions de vie américaines toutes ces dernières années. Toutes les idées en fait de défense de nos institutions, de notre démocratie, où souvent justement on voit même des youtubeurs politiques de gauche comme Usul qui disent mais en fait il faut défendre les institutions de l'État français contre le fascisme de Le Pen, etc. Ça c'est précisément des choses qui alimentent, qui renforcent Trump, parce que justement en fait c'est effectivement tout le monde, les Soros, le PS, machin, ils sont tous unis contre ce mec-là. Donc ce mec-là doit représenter une alternative crédible. Ça doit être quelqu'un, s'il est si détesté par tous ces gens que moi je déteste, et du coup
justement, c'est lui que je vais soutenir. Et pareil pour les politiques identitaires, justement, des démocrates, qui sont en fait juste des droits abstraits dont la classe ouvrière ne voit pas du tout les bénéfices. Ça aboutit en fait, ces politiques symboliques, elles aboutissent à une politique identitaire qui est uniquement pour les riches, qui mène juste une diversion des problèmes, qui divise le prolétariat aussi sur des lignes culturelles, sur des lignes de genre, etc. Au même moment où justement les capitalistes, eux, embrassent cette division-là, défendent le fait d'avoir plus de drapeaux arc-en-ciel sur leur logo, d'avoir des femmes au conseil d'administration des entreprises, etc. Non seulement cette politique identitaire, elle n'a rien changé, elle est hyper hypocrite, mais justement, en fait, elle a poussé une partie de la classe ouvrière à embrasser justement des idées identifier en fait les luttes pour les droits des trans, les luttes pour les droits des femmes avec leurs ennemis capitalistes, avec les grandes entreprises, avec l'establishment. Et du coup, tous les fronts républicains contre le Trumpisme, ou tout ce qui nous identifie, nous, à la défense du système et à ces institutions, en fait, c'est voué à l'échec. Et ça représente à la fin lutter en fait un peu en unité pour la défense de la démocratie. Ça revient en fait à une soumission des intérêts de la classe ouvrière à ceux de la classe dirigeante. Comme en Allemagne où justement contre l'AfD, tous les partis se sont unis dans des grandes manifestations contre l'extrême droite, des manifestations qui sont dirigées par les médias bourgeois, par les grands capitalistes, etc. Et auxquels la gauche participe un peu en mode « Ah oui, le moindre mal, c'est mieux les capitalistes libéraux plutôt que les capitalistes réactionnaires comme Trump. » Nous, en fait, on doit justement dire « Non, c'est pas mieux l'un ou l'autre. Les deux sont les deux faces d'une même pièce et c'est l'un qui crée l'autre. Il faut même que nous, on parte du même point de départ que Trump, non ? On va renverser ces institutions pourries. On va lutter contre cette démocratie que tout le monde déteste, qui est la démocratie des riches. Je pense que le truc qu'il faut accentuer dans cette question, c'est la nécessité d'une alternative ouvrière, la nécessité d'une alternative révolutionnaire qui casse en fait avec les libéraux et qui casse avec l'establishment. On doit montrer que Trump, c'est pas notre allié et tracer des lignes de classe dans son électorat, montrer les limites de sa politique, expliquer qu'il n'améliorera pas les conditions de vie de la classe ouvrière. En 2016, en fait, il y a eu des mouvements de masse quand Trump a été élu contre son élection. Et en l'absence d'une direction de gauche, en fait, c'est les libéraux encore qui se sont mis à la tête de ces mouvements-là, de ces manifs de masse. Et aujourd'hui, ça a permis en fait justement l'anéantissement de toute alternative. J'ai déjà expliqué ça avec Sanders, où aujourd'hui Sanders défend pareil la Constitution, défend le Sénat, dit il faut défendre les chaînes de télévision que Trump est en train d'attaquer, etc. Et ça a permis en fait à Trump de revenir beaucoup plus fort. Et on voit que toutes ces politiques-là ont renforcé son influence. La seule stratégie pour le battre, c'est vraiment de présenter une alternative qui est indépendante de ces médias, une alternative communiste, une alternative de la classe ouvrière qui défend nos propres intérêts et qui substitue à cette guerre culturelle, à cette division, une vraie unité de la classe ouvrière qui amène contre la guerre culturelle une guerre de classe. Mobiliser notre classe, ça ne veut pas dire que mobiliser notre classe contre Trump, comme croit le faire le PS, etc., mais contre tout le capitalisme, contre tout le système, y inclut le statu quo et les capitalistes traditionnels. On doit montrer en fait à notre classe que Trump ne pourra pas réellement changer le système et on doit créer une alternative de gauche qui ne cédera pas, qui ne va pas plier, qui va aller jusqu'au renversement de toutes les institutions détestées et qui défend la prise de contrôle de ces institutions par les travailleurs et la transformation fondamentale de la société. Et je pense, pour conclure, que aujourd'hui, on est dans une situation qui est très turbulente, qui est très instable, où les politiques de Trump, elles ont un peu plongé le capitalisme dans le chaos, où justement la Chine, le Canada et l'Union européenne ont déjà annoncé qu'ils vont prendre des mesures équivalentes de représailles contre les tarifs douaniers de Trump. Et le protectionnisme va mener à l'inflation, la guerre commerciale va déstabiliser l'économie, va désorganiser les chaînes d'approvisionnement, va mener à des pertes d'emplois, va mener à la détérioration en fait, de l'économie mondiale. La production mondiale va perdre en efficacité, les entreprises américaines elles-mêmes vont souffrir de la guerre commerciale. C'est les consommateurs au final qui vont payer pour les hausses des taxes.
Et fatalement, en fait, Trump va aboutir à décevoir son électorat. Il a beaucoup trop promis, il ne sera absolument pas capable de remplir ses promesses, et l'instabilité sur laquelle lui-même il est fait que, en réalité, il ne peut pas servir deux maîtres, non ? Il ne peut pas servir d'un côté les milliardaires et en même temps la classe ouvrière. Soit il défend l'exploitation au service des milliardaires, soit il lutte contre le système, y inclut contre ses propres alliés, ce qu'il ne va certainement pas faire. Et ce qu'on dit souvent, c'est que la classe ouvrière, elle apprend par l'expérience. Elle apprend pas en lisant de la théorie marxiste, etc. Et après l'école des démocrates, justement, la classe ouvrière va apprendre par l'école du Trumpisme, va apprendre que cette alternative-là n'est pas une vraie alternative crédible à la crise du capitalisme, ne va pas vraiment permettre de changer quoi que ce soit à la situation. Et ça va mener en fait tôt ou tard à un retour inévitable du pendule vers la gauche, vers une recherche d'alternatives radicales en dehors de tous les canaux traditionnels, en dehors de juste reporter la crise sur les migrants, essayer de diviser les travailleurs sur des lignes culturelles, etc. Et ce retour-là vers la gauche, il va être énorme en fait. Il va avoir beaucoup plus d'ampleur que ce que Trump a pu représenter, parce qu'il y aura à nouveau 4 années ou 10 années ou je ne sais pas de crise, de détérioration des conditions de vie qui se seront poursuivies, en plus de tout le dévoilement qu'opère en fait chaque jour un peu plus l'administration Trump en montrant ouvertement les différentes ailes de la bourgeoisie en lutte, en montrant que en fait non, la guerre en Ukraine c'était pas pour défendre la démocratie, etc. C'était vraiment juste pour des intérêts économiques. Et Trump le dit ouvertement, on n'a plus d'intérêt économique à cette guerre, on se casse. Je pense qu'il faut vraiment comprendre ce que ça va faire dans la tête des gens. Et il ne faut pas qu'on cède justement à cette ambiance de pessimisme ouverte qu'il y a aujourd'hui dans la gauche, qui dit « Ah ouais, c'est le fascisme, etc. » Parce que ça, c'est justement une compréhension qui est très parcellaire de la situation et qui se met en fait de facto dans le camp des institutions, qui se met de facto dans la défense de cet ordre libéral que Trump est en train de démolir et qui représente une mauvaise analyse de notre point de vue de classe. Nous, on doit défendre justement la construction la plus rapide possible d'un parti indépendant de la classe ouvrière qui sera capable de saisir l'opportunité quand le pendule retournera à gauche et qui sera capable de représenter une vraie alternative à Trump, une alternative communiste, une alternative révolutionnaire qui mettra vraiment fin, cette fois-ci, à toutes les oppressions et à toute la détérioration des conditions de vie que les masses subissent partout. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido.